Bonjour tout le monde, on se retrouve dans ce tutoriel Python pour aborder deux modules particuliers et natifs finalement du langage que sont OS et Sys, donc System et Operating System si on veut un petit peu résumer. Et ce sont donc deux modules que on n'a pas forcément beaucoup, ou très peu en tout cas abordés dans le cours, et pourtant auxquels j'ai fait référence parfois. Et voici la vidéo qui va vous permettre de détailler un petit peu tout ça. Alors un tuto qui ne sera pas compliqué et qui va juste présenter finalement quelques outils, donc des attributs ou des méthodes disponibles dans ces modules, pour voir un petit peu à quoi ça va servir. Moi je vous montre ce qui me semble en tout cas essentiel à connaître, comme d'habitude, et après vous pourrez toujours aller vous renseigner au niveau de la documentation pour aller un petit peu plus loin et voir ce qui est disponible aussi davantage que ce que je vous montrerai ici dans ce tuto. On va passer directement au code, je vais importer, on va commencer par la partie système. Donc j'ai appelé ça opération système tout simplement parce que je voulais pas faire une vidéo pour chacun des modules, ça aurait fait un petit peu court et surtout ça aurait finalement mélangé les choses, sachant qu'on parle d'opérations qui vont être quand même rattachées de près ou de loin au système d'exploitation. Donc ça va être intéressant de voir tout ça. Petite parenthèse, mais très importante, sur certaines commandes que nous allons voir, évidemment, certaines commandes vont faire appel, d'accord, ce sont des commandes d'abstraction finalement, qui vont faire appel à des fonctionnalités liées à votre système d'exploitation. Par exemple, si vous faites la commande uname sur GNU Linux, qui est une commande qui permet de retourner tout un tas d'informations sur l'OS, la version, etc., il est clair que si vous essayez déjà au départ de faire ça sur votre terminal sur Windows, vous n'aurez donc pas une commande qui est fonctionnelle, d'accord, parce que c'est propre à un système en particulier. Forcément, que ce soit des commandes que je vais vous montrer ici ou certaines commandes que vous pourriez trouver dans la documentation, vous remarquerez que certaines sont exclusives à un système ou des systèmes en particulier, puisque c'est, comme je le dis, rattaché à un OS précis et donc à la plateforme que vous utilisez sur laquelle vous êtes. Même si la majorité de ce que je vais vous présenter ici, en tout cas, fonctionnera sans problème d'un système à l'autre, puisque ce sont des choses qui reviennent très souvent et qui sont assez récurrentes. Pour ce module 6, on va retrouver pas mal d'éléments qui vont nous servir, des éléments plus ou moins utiles, mais je pense qu'ils sont en tout cas à connaître, parce que ça va être pratique en termes de code, surtout si on veut récupérer des numéros de version, etc. Puisqu'on va avoir un premier, qui est finalement sysversion. Donc là, on va être très simple, je vais vous énumérer certaines choses qui me semblent intéressantes à connaître, vous expliquer à quoi ça correspond, on va tester pour que vous voyez visuellement ce que ça nous donne, et après on aura fait le tour en tout cas pour ce tuto. Voilà ce que nous avons. Donc ici, je tape simplement, j'exécute mon programme, j'ai juste voulu afficher l'attribut version lié à sys, et vous voyez qu'on a le numéro de la version donc, de Python, donc l'interpréteur qui est ici, et pas mal d'informations, notamment par exemple le compilateur qui a été utilisé. Bon, ça nous intéresse peut-être un peu moins, mais au moins on a ça. Sachant que si on est sur le terminal en lui-même, donc là on n'est pas sur le programme Python, on peut directement faire appel à l'interpréteur et on pourrait afficher le numéro de version comme ça marcherait aussi. Mais là c'est l'intérêt, c'est de pouvoir en fait afficher ce numéro de version directement depuis le code, ou en tout cas une chaîne de caractères qui contient pas mal d'informations. Maintenant, si on veut aller plus loin, si par exemple on voulait se dire, bon, si tu as une version de Python, voilà, donc si version de Python par exemple inférieure à la version 3.10, mettons, quelque chose comme ça, et bien on pourrait tester autre chose. Genre afficher une erreur, quelque chose, et on aimerait pouvoir avoir cette information qui puisse être affichée. Avec ça, on a une chaîne de caractères, donc on ne va pas aller très loin avec cet attribut-là. On a donc un attribut qui est un peu plus complet, qui va être version underscore info. Alors ça, je vais le commenter à nouveau, ici. Je vais vous indiquer ce que ça nous retourne. Alors non pas comme ça. Et vous voyez que là, nous avons plein d'informations utiles, notamment ce qu'il y a ici entre parenthèses. Major, minor, etc., qui sont donc la version majeure de l'interpréteur, mineur, version de patch, etc. etc. Donc c'est surtout ces deux-là, le plus, qui vont nous servir. Et là, c'est pratique. Si on veut vérifier par exemple la 3.10, on va pouvoir passer par ces versions-là. Donc moi, je vais directement faire PyVersion, quelque chose comme ça, juste là. Et ensuite, indiquer, alors je vais remettre les commenter ici, voilà, major inférieur à 3. Le problème c'est qu'on pourrait pas forcément partir là-dessus, on va juste mettre par exemple une autre version, peu importe. Parce qu'en fait on pourrait directement afficher une information comme ça, déjà, on aura une erreur, parce que forcément on aura une version qui est en fait inférieure à la version 3, tout court. Après si on veut passer par autre chose,
vais mettre ici. On aurait donc, pareil, l'erreur qui serait affichée. Donc moi, bon, j'ai évidemment une bonne version. Bon, je vais mettre une version qui n'existe pas encore au moment où j'ai fait cette vidéo. Et là, on aura d'ailleurs, oui, je vais juste prendre la version minor. Ici. Même pas sûr d'ailleurs qu'il va pas l'ignorer. Non, parce qu'on là, au moment où j'ai fait cette vidéo, on était sur Python 3.12.1, comme vous l'avez vu. Et forcément, là, on demande est-ce que la version mineure est de 15. Et donc, il n'y a pas, parce que il aura trouvé 3.12 et non pas 3.15. Donc, évidemment, ça n'existe pas. Donc, si vous avez besoin de faire une vérification précise, d'accord, soit de l'un, soit de l'autre, soit des deux, bah, vous pouvez passer par ça. Plus pratique, on a les informations un peu plus séparées. Et là, évidemment, c'est plus intéressant si on veut travailler avec par rapport à ce qu'on veut faire. Donc, au moins, pratique. Autre point, donc ça peut être utile pour faire des vérifications, parce que c'est souvent un problème que des gens peuvent rencontrer. Donc ça va être utile en amont pour vous en tant que développeur que pour le programme en lui-même. Bah, si par exemple vous ne savez pas où est l'emplacement de votre interpréteur Python et que vous n'avez pas forcément envie de chercher manuellement ou de vous renseigner là-dessus, bah, vous auriez un moyen de le trouver directement avec un code, tout simplement, en passant à l'affichage par sys.executable. Et là, vous aurez la version qui est actuellement exécutée. Donc c'est celle qui est utilisée pour appeler ici exécuter le programme. Donc moi par exemple elle est dans Program Files. Peut-être que vous sur Windows, si vous l'avez installé que pour vous en tant qu'utilisateur et pas l'ensemble, ce sera mis dans le répertoire AppData. Donc vous aurez différentes localisations, emplacements. Et bien sûr sur GNU Linux, macOS, pareil, vous aurez forcément un autre chemin en absolu suivant où se trouve l'interpréteur. Donc au moins là vous êtes sûr, vous savez où il se trouve et c'est bien plus pratique derrière. Aussi pour ce qui est lié à des numéros de version, ce genre de choses qui est finalement le côté pratique. On va continuer aussi dans un autre type d'information si vous voulez vérifier l'encodage. Ça peut être pas mal aussi, si on veut voir un petit peu l'encodage par défaut qui est utilisé pour Unicode. Parce qu'on a l'UTF-8 classique, on peut avoir autre chose, on pourrait avoir de l'UTF-16, 32, etc. Et peut-être plus par la suite, parce qu'on aura d'autres versions. Et tout ça, on peut le vérifier aussi. Voir un peu quel est l'encodage par défaut utilisé ici pour Unicode. D'ailleurs, c'est pas la version que je voulais. Je crois que c'est une fonction, si je ne m'abuse. Voilà. Donc moi, c'est UTF-8 qui est utilisé par défaut ici. Donc ça peut être pas mal, parce qu'admettons un jour vous travaillez avec des chaînes Unicode sur de l'Unicode étendu, vous voyez que les caractères ne s'affichent pas, ça peut être bien de vérifier, parce que c'est par exemple au-delà du UTF-8 qui est configuré par défaut, et c'est aussi pour expliquer éventuellement le problème que vous pourriez rencontrer au niveau de l'exécution. Donc ce sont des petites vérifications, encore une fois, je vous donne quelques commandes comme ça qui me semblent importantes à connaître, en tout cas, et qui peuvent revenir de manière récurrente. Ok, autre chose un peu dans ce sens-là, toujours dans ce même principe, l'emplacement des modules. Pareil, ça c'est un problème qui revient très souvent. Les gens qui ne savent pas où sont installés leurs modules, et souvent vous venez d'installer un module, et puis là, vous essayez de l'importer, et ça ne marche pas. D'accord ? On essaie d'importer quoi que ce soit, et on voit que le module n'est pas trouvé, on ne sait pas trop. Alors souvent c'est parce que vous n'avez pas pensé à faire en sorte que votre variable d'environnement puisse identifier en tout cas l'emplacement des modules, donc pas toujours pratique. Mais au moins, l'intérêt aussi, ça peut être de voir un petit peu les emplacements qu'on a. Donc de passer par sys et path, qui va nous permettre d'avoir ces différents chemins. Donc les chemins où vont être recherchés d'éventuels modules, bien évidemment. On voit qu'on en a plusieurs, donc à partir de là, on va faire path. Voilà, et voici tous les chemins où vont être recherchés des modules sur mon ordinateur. Donc vous voyez qu'il y en a plusieurs. On voit qu'il y en a ici, donc c'est le chemin par défaut, le répertoire de travail finalement, et on voit ensuite qu'on a dans Program Files tout ça. Donc moi il n'y a pas de AppData ou autre, ce qui fait que tous les utilisateurs peuvent trouver ça, puisque ça c'est l'emplacement pour l'installation pour tous les utilisateurs. C'est pas lié seulement à mon compte à moi, Jacques Champagne, c'est lié à l'ensemble des comptes de l'ordinateur. Et vous voyez notamment ce répertoire, où vous avez souvent des paquets qui sont installés, et souvent c'est celui-ci qui n'est pas en fait pris en compte, et quand vous installez des modules, que vous essayez de les utiliser, ils ne sont pas reconnus parce que vous avez un problème en fait de chemin qui n'a pas été trouvé. Donc ça peut donner des indicateurs pour voir un petit peu effectivement si le chemin où se trouve votre module est bien pris en compte, et s'il ne l'est pas, ça expliquera davantage pourquoi vous avez des soucis de reconnaissance de modules. Donc comme c'est un problème qui était revenu de manière très récurrente dans des commentaires, c'est pour ça que je voulais absolument vous montrer ça dans ce tuto. Autre point, on n'a plus grand chose à voir pour ce module-là, en tout cas de ce que je trouvais pertinent à vous montrer dans ce tuto, parce qu'on va aussi aborder ce qui concerne votre système. Alors ça par contre, ça peut être très très utile justement pour du code qui ne serait pas portable. C'est-à-dire que le fait d'avoir du code qui n'est pas portable ne veut pas dire forcément qu'il ne faut pas l'utiliser du tout.
c'est juste de partir du principe que si vous avez un code qui ne peut s'exécuter que sur Windows, il faut faire en sorte qu'il ne s'exécute que sur Windows, parce que s'il s'exécute de manière globale, vous allez avoir une erreur pour ceux qui sont sur d'autres systèmes d'exploitation, ce qui n'est pas sympa et pas pratique pour eux. Pas de problème, on a la solution pour ça. Il suffit de vérifier la plateforme qui est associée. La plateforme va utiliser différents identifiants, donc moi je vais faire ça directement, je vais afficher l'attribut. Et vous voyez que pour Windows, il me retourne Win32. Peu importe que vous soyez d'ailleurs sur du 64, je suis sur un système en 64 bits, ça ne change rien. C'est l'identifiant en tout cas qui est utilisé pour Windows. Donc généralement, si ça n'a pas changé, ça reste Win32, ça doit être pour Windows. Au pire, s'il y a une erreur, vous m'indiquerez en commentaire. Ça doit être donc Linux, et c'est mieux de partir là-dessus pour GNU Linux. Pourquoi? Parce que comme ça, peu importe la version de Linux, au moins on sait que c'est bon. Donc on peut partir de ça, si vous avez autre chose. Donc en tout cas, c'est mieux de vérifier ça. Je vais comprendre pour ce que je vais vous dire après. Pour macOS, ça doit être Darwin, normalement aussi, et ainsi de suite. Voilà, si vous avez autre chose, je crois qu'à CYGWin aussi, normalement, si vous exécutez ce genre d'instance, sur Windows notamment, donc il est un peu particulier, qui s'utilise peut-être beaucoup moins maintenant, surtout depuis qu'on a WSL sur Windows, mais peut-être que vous pourriez avoir ça, et c'est aussi distinctif finalement du reste, différent du reste. Donc pourquoi avoir ces valeurs-là? Pourquoi en tout cas vérifier ces valeurs-là? Pour pouvoir effectuer des tests aussi. C'est-à-dire qu'automatiquement dans un test, si je fais quelque chose comme ça, le problème c'est qu'on ne va pas forcément capturer toutes les possibilités de système Linux. Parce que s'il y a autre chose, ça ne vaudra pas que Linux, ça vaudra autre chose. Par contre, le fait finalement de capturer avec un start with va permettre de pouvoir en fait vérifier ce qu'on a. Donc en fait, il suffit de vérifier que ce nom-là commence par le terme Linux. Et dans ce cas-là, vous pourrez dire, ok, bon, je vais pas vous faire tout le code pour gagner un peu de temps, parce que j'ai quand même pas mal de choses à vous montrer. Mais nous sommes sur GNU Linux. Et à voir, il peut y avoir autre chose, à vous de voir un petit peu quel système ça concerne. Parce que ça peut être du BSD aussi, donc il faut prendre en considération un petit peu tout ça. Et ainsi de suite. Si c'est Win32 ou que ça commence par Win32, vous pouvez faire un start with aussi. Vous serez sûr que la personne est sur Windows, et ainsi de suite. Et l'avantage, c'est comme ça, vous pouvez exécuter du code qui sera disponible spécialement sur un système spécifique. Donc par exemple, vous avez parlé de la commande uname, vous verrez si vous voulez qu'il y a une fonction uname qui peut être utilisée, et au moins vous allez exécuter ça que si la personne est sur Linux, qui évitera encore une fois pour quelqu'un sur un autre système d'être confronté à une erreur à l'exécution de votre programme. Donc ça pour le coup, plateforme, c'est un attribut très pratique et très utilisé aussi de manière quotidienne en Python, puisqu'il sert quand on veut faire quelques opérations qui sont véritablement liées à un système, ou simplement qu'on a des commandes, ou en tout cas des instructions qui sont différentes suivant le système, et donc on fait des tests, et suivant le système qui est trouvé, on exécute en fait la bonne instruction. Tout simplement, et comme ça fonctionne dans tous les cas, et on n'a pas de mauvaise surprise. Voilà, on continue et on termine avec ce module 6 avec deux dernières choses. Une chose qu'on a déjà vue dans le cours, mais qui est toujours bon de rappeler, qui est tout simplement de quitter. Voilà, quitter un programme de plusieurs des manières, avec par exemple sys et la commande exit, donc la fonction exit, qui va retourner donc un code d'erreur, qu'on aura, qui est généralement par convention d'informatique 0 quand on indique en fait qu'il n'y a pas eu d'erreur. Donc c'est un code qui va être récupéré, je vous rappelle, au niveau du terminal. Donc pour ceux qui ne sont pas familiers avec ça, je vous renvoie à la fois sur le cours GNU Linux ou le cours Windows selon votre système pour voir un petit peu comment que ça marche, les codes d'erreur ou les codes de retour au niveau du terminal, puisque c'est lié au système là. On ne parle pas d'un code qui est récupéré lié à Python, on parle vraiment du système. Et ce qui fait qu'ensuite vous pouvez afficher ce code de retour, et c'est justement la valeur de ce code qui vous permet de savoir si l'exécution s'est déroulée sans problème, ou au contraire s'il y a eu donc une anomalie ou un bug ou une erreur par exemple qui s'est produite. Et généralement, pour une valeur autre, ça peut être de 1 à 127, quand on a en fait des valeurs pas très très grandes ou autre chose, une valeur négative, peu importe, pour indiquer qu'il y a eu un problème. Donc voilà, donc ça c'est le comportement par défaut. Quand le programme se termine, c'est un exit 0 qui se produit, mais si vous vouliez dans un cas précis, donc il s'est passé quelque chose au niveau de votre code, et vous voulez donc faire une opération, afficher un message ou autre, et ensuite quitter en indiquant qu'il y a une erreur, voilà, donc message, etc. Un problème Trivago, et comme ça on a le message, et ensuite on quitte en envoyant le code d'erreur 1, donc le code ici de fin. C'est une possibilité que nous avons aussi. Enfin, on a la possibilité de travailler avec les arguments, chose que je vous ai montré dans d'autres langages de programmation,
mais par exemple, ici, de pouvoir indiquer mon programme, et ensuite je vais indiquer par exemple, voilà, quelque chose comme ça. Et ici, je veux pouvoir prendre en compte ces arguments. Parce que là, effectivement, si je fais juste ça, bon déjà là on n'a rien, on va pas pouvoir faire grand chose, mais on aimerait avoir ces différentes informations. Et pour ça, nous en avons. Nous avons argv, donc ceux qui font du C ou du C++, ça risque de vous parler, ou dans d'autres langages d'ailleurs, parce qu'on peut avoir args dans d'autres, mais en tout cas c'est un terme normalement que vous allez reconnaître si vous vous programmez dans d'autres langages, et à partir de là, on récupère des informations, notamment une liste qui contient un petit peu l'ensemble des éléments, avec en premier élément, bien sûr, le nom de l'exécutable. Donc c'est le programme en fait que nous avons appelé lui-même, et après les différents arguments. Donc l'avantage, c'est comme c'est une liste, bon, évidemment, si vous faites un... Alors, ceci, je vais enlever pour éviter de l'appeler plusieurs fois. Plutôt, on va faire ça pour faire un appel unique. Et puis après, on peut faire ça. Pourquoi -1? Parce que je compte pas l'exécutable réellement ici, même s'il fait partie des arguments en réalité. Et voilà, comme ça on peut considérer, on prend juste en compte cela pour dire qu'on a passé 3 arguments finalement au programme, sans compter le programme lui-même, donc ça fait bien 3. Donc comme vous avez une liste, vous pouvez bien sûr utiliser toutes les fonctionnalités des listes que vous avez apprises dans le cours. Et après, vous pouvez afficher différentes choses, puisque c'est une liste. Si j'affiche forcément args de 1, sachant que ça commence par 0, on affichera donc le premier des arguments sans parler, encore une fois, du programme lui-même. Donc ça fonctionnera très bien aussi. Et c'est tout. Ce que je voulais vous montrer concernant en tout cas ce module, qui me semble vraiment le minimum à connaître, l'essentiel à connaître en tout cas pour celui-ci. Vous voyez qu'il y a pas mal de choses qui vont peut-être vous servir par la suite et que vous allez réutiliser dans vos différents programmes. Passons maintenant à l'autre module qui va demander de voir un peu plus de choses davantage, qui est le module Operating System, qui va donc permettre d'avoir plein d'opérations différentes. Alors généralement, point important, qui est important de rappeler, dans le cas où une commande ne serait pas bonne, par exemple un fichier, un chemin introuvable ou quelque chose qui est inaccessible, on va bien sûr avoir des exceptions qui vont se déclencher, une OS error généralement, ou alors des sous-exceptions de celle-ci, donc des sous-classes. Et là, ça va dépendre, file not found ou autre, on peut avoir différentes possibilités. Moi, pour gagner du temps, je ne vais pas capturer toutes les exceptions, mais normalement, il faudrait faire un try, quelque chose comme ça. Donc moi, je vais juste faire except. Voilà, une capture générale, je ne vais même pas embêter, histoire de dire quand même qu'on le fait. Mais vous, bien sûr, dans un programme réel, il faudrait faire quelque chose d'un peu plus conséquent là-dessus. Mais au moins, en tout cas, de capturer les exceptions comme d'habitude, pour traiter à chaque fois les cas d'erreur. Donc ici, ce que nous allons voir, pour résumer un petit peu, parce qu'on a quand même beaucoup d'éléments, on va voir tout ce qui est associé à de la gestion de dossiers et de fichiers. En particulier, je vous en avais parlé, je vous avais fait référence en tout cas à ça sur le cours, sur la séance sur les fichiers. On a vu comment lire et écrire dans des fichiers. Et je vous avais dit qu'on verrait en annexe, donc dans ce tuto en l'occurrence, comment voir davantage de choses, notamment des opérations liées aux fichiers, liées au système de fichiers, donc liées au système d'exploitation. Et c'est ce que nous allons voir ici, en tout cas dans ce tuto. Première chose qu'on peut faire, qui peut être utile, c'est de récupérer le répertoire courant. Ça, on a souvent besoin de savoir un petit peu où est-ce qu'on se trouve, puisque le répertoire courant donc de travail, le répertoire de travail, est le point de départ de vos chemins ensuite au niveau de votre programme. Par exemple, si vous voulez charger une ressource, une image, un fichier, quel qu'il soit, on partira forcément de ce point-là. Et c'est ça qui va construire tous vos différents chemins relatifs. C'est à partir de ce point de départ. Donc si vraiment vous avez des doutes sur votre programme, vous n'êtes pas sûr, ou vous voulez faire certaines opérations qui vont utiliser des chemins, et vous voulez être sûr de faire les choses au bon endroit, très important, mais automatiquement, on va s'assurer. Alors, effectivement, on va juste mettre except en fait, on va pas s'embêter. Je vais quand même mettre un truc plus correct. Voilà. Parce que j'avais noté n'importe quoi. Et nous avons ici, donc vous voyez le répertoire de travail, c'est en fait où j'ai exécuté mon programme, c'est là où il se trouve, donc il n'y a pas de surprise, c'est bien ici. Mais c'est bien de vérifier, parce que vous pourriez avoir dans certains programmes un changement qui est fait au niveau du répertoire de travail, où vous voulez définir ça ailleurs, parce que vous utilisez beaucoup de modules, une hiérarchie un peu particulière. Donc d'avoir en tout cas ce genre de fonction, c'est bien de savoir qu'elle existe, et surtout de savoir s'en servir, sachant que c'est pas compliqué non plus, mais que ça ajoute en tout cas plein de possibilités.
Si pour une raison ou pour une autre, vous avez besoin de changer ce répertoire, justement, j'en parlais, eh bien vous avez aussi quelque chose pour le faire, avec CHRDIR. Change Directory, il n'y a pas de R. Et là, vous changez le chemin que vous voulez. Comme on est en Python, vous n'êtes pas obligé d'utiliser des doubles anti-slash, même s'il y a des choses qui peuvent être ensuite réglées au niveau de Python, il est capable d'interpréter ça dans certains cas. Mais là, vous n'avez pas besoin de vous embêter, vous pouvez mettre des slash, sauf si vous devez prendre certaines particularités de chemin qui prendraient les anti-slash. Et pour éviter les mélanges des deux, il faudra à ce moment-là adapter la syntaxe, mais ça vous le verrez de toute façon à l'usage. Donc moi je vais juste mettre ceci, de mettre par exemple ce répertoire, voilà, comme ça on a tout. Et à partir d'ici, bon, si je rappelle mon programme, vous voyez que le répertoire de travail a changé. Donc il n'y a pas de surprise en fait directement ici par rapport à ce que l'on a. Ok, donc ça c'est bon. On a cette partie. Comme ça vous voyez un petit peu ce qui concerne le répertoire de travail ici. On peut lister également un contenu. Et là on va faire quelque chose de très simple aussi. Donc depuis le même module, list dir. Donc vous voyez en fait ça fait référence ce module à beaucoup de commandes que vous pourrez trouver sur votre système. C'est un peu comme si ici je faisais un ls ou un dir. Vous voyez, je vais lister mes fichiers et en fait je vais retrouver cette même commande. Ou ceci, voilà. On peut retrouver tout ça. On a les différentes informations, mais ici plutôt que de passer par PowerShell ou par vous sur Bash si vous êtes sur Linux ou macOS, eh bien on le fait directement au niveau de Python. Et là, par défaut, ça va être fait de façon sur le répertoire courant, donc je peux laisser tel quel. Et à partir d'ici, en exécutant mon programme, vous voyez qu'il me renvoie bien un petit peu l'ensemble sous forme de liste. Évidemment, c'est là que c'est plus intéressant. Et on peut faire quelque chose aussi. Donc si vous avez besoin un jour de faire des opérations sur un répertoire ou autre pour du téléchargement ou que sais-je, il y a des programmes où on peut être amené à avoir ce besoin de fonctionnalité. Et tout se passe ici avec le module OS, qui permet de faire un petit peu ces différentes opérations. Et après, on peut évidemment lister beaucoup de choses. Là où ça peut être encore plus puissant, c'est de passer par des sous-dossiers. Donc on pourrait avoir d'autres choses. Donc très rapidement, je vous montre un peu ce que ça donne. C'est de passer par, non pas la fonction listdir, mais passer par la fonction walk. Et walk, elle va retourner plein d'informations, ce qu'on va pouvoir ensuite comme ça traiter un petit peu tout ce que l'on veut. Donc ce que je vais faire, en fait, c'est de récupérer tout ça dans un... Alors je peux le faire dans chacun même en fait. On va le faire dans une boucle, ça va être plus pratique. Je vais avoir le chemin, ça c'est le chemin d'origine, donc ici ça va vous intéresser, mais de toute façon il est récupéré, donc on va avoir un NU uplé de 3 éléments, donc un triplet, et on va avoir tout ce qu'il nous faut. Donc je vais avoir par exemple le chemin, les répertoires, et je vais avoir ensuite les fichiers. Et tout ça a été récupéré avec l'appel os.walk. Walk va faire tout simplement une recherche, donc un listing récursif. Il va partir d'un point de départ, et ensuite il va charger tous les sous-éléments, donc répertoire, sous-répertoire et ainsi de suite, jusqu'aux feuilles, donc les fichiers qui seront trouvés. Il va vous permettre de récupérer un petit peu tout ça. Donc à partir de là, vous pourrez avoir tout. Donc on va gagner un petit peu de temps, mais en gros, si je partais du répertoire courant, on aurait par exemple quelque chose comme ça, d'accord? Donc on affiche tout, et après, on affiche un petit peu les différents éléments que l'on a. Donc ça, après, on voit un petit peu ce que l'on veut, ce qu'on veut afficher pour chacun. Donc de voir ce qu'on a. Et pour chacun, afficher, voilà, si vous voulez, juste les répertoires. Vous pourrez afficher les répertoires ici et de voir un petit peu les éléments finalement qui vous intéressent. Donc ça, à vous de voir. Je ne vais pas vous montrer les codes pour chaque chose, qu'on a beaucoup de choses à voir dans ce tuto, mais vous avez compris un petit peu comment ça marche. Si on va boucler sur chaque élément, et tout ce qu'il va trouver, vous allez récupérer le chemin, qui était le chemin de départ, et ensuite vous allez récupérer le répertoire et les fichiers. Comme ça, vous avez les différentes informations, en tout cas par rapport à cet appel à walk. Walk, il est fait de bas en haut, d'accord? C'est le comportement qu'on va avoir. On pourrait changer ce comportement pour faire de haut en bas. On pourrait changer bien sûr l'ordre de recherche, finalement de parcours. Donc on peut un petit peu adapter tout ça. Et on peut suivre également les chemins symboliques ou pas. Donc avec notamment Symlinks, qui est par défaut défini à ça. Donc si vous voulez suivre les liens symboliques, pour une raison ou pour une autre aussi, vous pouvez passer cet argument à true, et comme ça, ce sera suivi également dans cette partie. Donc vous avez comme ça tout ce qui s'adapte. Pour la partie, comme je vous disais, de haut en bas, donc par défaut, c'est à true. Si vous voulez faire parcours inversé, vous me passez à false. Vous pourrez changer aussi cet ordre-là et voir un petit peu la différence. Donc je vous laisserai voir un petit peu de ça de votre côté, que vous ayez comme ça un petit peu de code à écrire. Ça, vous verrez un peu ce que ça nous donne. Voilà pour cette partie, pour walk. Je vais aller assez vite, parce que vous voyez ça c'est pas mal de code aussi après à chaque fois à voir. On a d'autres éléments. Passons à de la gestion de fichiers. Et répertoire proprement dit,
pour voir un peu comment que ça se présente un petit peu dans ce que l'on a au niveau de la création de tout ça. Et on va directement aller dans mon répertoire, donc c'est mon répertoire de travail classique, vous voyez que j'ai juste fiché ce dossier, mais on s'en fiche, pour voir un petit peu ce qu'on a. Et on va pouvoir effectuer aussi des opérations système, pour par exemple création de répertoire, ou création de plusieurs répertoires, renommage, suppression, voilà, des opérations toutes simples, qu'on n'avait pas vues dans le cours sur la vidéo concernant les fichiers, parce que je m'étais concentré spécifiquement sur la lecture et l'écriture, mais là on est vraiment dans de la gestion. Donc des opérations qu'on pourrait faire directement au niveau du système via notre terminal, mais là qu'on va pouvoir faire dans du code Python, donc avoir quelque chose d'un peu plus complet ici, en tout cas au niveau de ce langage. Donc ce que je vais faire tout simplement, premier cas, make dir, donc vous voyez c'est la même commande que Linux, ils ont pris le même nom, ils ne sont pas embêtés, et ici, l'endroit où on veut, donc par exemple le répertoire courant, je vais créer tout simplement l'information que je veux. Alors, on est sur répertoire courant, donc moi je vais créer un test, tout simplement. Et ça c'est bon plus pour Linux et macOS, si vous voulez définir une valeur pour les permissions du fichier, qui sont de toute façon par défaut à 777, vous pouvez le changer aussi. Donc si vous voulez changer le mode, donc attention, ce sera une valeur octale, donc un 0 et un O, et mettre, je sais pas moi, 755, quelque chose comme ça, vous pourriez le changer. C'est tout à fait faisable par rapport à ça pour la création de répertoire. Bon, moi sur Windows, je ne suis pas concerné, donc je vais juste faire ça, exécuter le programme, hop, et nous avons un répertoire test qui a bien été créé. Donc on a bien ça. Alors d'ailleurs, j'aurais pu faire ça. Première exécution, une deuxième, et vous voyez qu'évidemment, ça ne... Alors par contre, j'ai mis... Qu'est-ce que j'ai fait en fait? C'est ça qu'on ne pourrait pas capturer là. Et c'est vrai, ouais, c'est erreur, putain, alors je voulais mettre qu'on ait tout en fait les captures, pas erreur, n'importe quoi. Voilà, comme ça on a le message, impossible de créer un fichier déjà existant, donc un dossier en l'occurrence, mais c'est un fichier test, donc pour prendre ça en compte. Donc on a bien en fait la possibilité de créer ce répertoire. Si on veut créer une hiérarchie de répertoire, mettons je veux créer un dossier avec un sous-dossier, lui-même avec un sous-dossier, mais tout à la fois. Je ne vais pas m'amuser à faire 3 appels à mkdir et en plus faire des changements de répertoire. Donc il faudrait changer le répertoire de travail comme on l'a vu tout à l'heure avec change directory, donc la fameuse commande, la fameuse fonction chdir, mais directement faire ça dans la foulée en fait, d'avoir tous les changements qui sont opérés. Et bien on va pouvoir le faire avec, alors là vous voyez, autant ils ont fait une abréviation pour la commande pour un seul dossier, là pour plusieurs, c'est le nom make est en entier et dir toujours lui raccourci. Donc attention, parce que là pour le coup ça peut être assez déroutant de s'en souvenir, surtout d'un langage à un autre. Et puis là, bah pareil, bon, on a toujours le mode si on veut. On aura un paramètre mode si vous voulez changer les permissions, ça change pas. Mais ici, bah, vous avez spécifié le chemin complet. Donc test, prog, projet, l'UA, très bizarre, mais pourquoi pas. Et ici, je vais exécuter la commande, enfin le programme, et on a bien test, prog, projet, l'UA. Donc on a toute l'arborescence qui a été créée. Très pratique, et j'aurais pas dû faire ça, mais c'est pas grave. On va juste faire ça. Je vais créer manuellement, voilà, un dossier rapport comme ça, parce qu'on va voir d'autres choses aussi. Le renommage et la suppression, je vais aller assez vite. Ancien nom, alors ça fonctionnerait sur un fichier aussi, hein, mais là je vais le faire sur un répertoire. Par exemple, hop, on veut quelque chose d'anglophone, hop, on change rapport par report. Et voilà, on a donc renommé notre répertoire ici. Et ensuite, alors j'aurais pas dû supprimer non plus, je vais en recréer un, c'est pas grave. On a fait truc tout à l'heure, on va faire mush, voilà, comme ça. La suppression, donc le plus classique, remove, mush. Je fais ça, ah, il m'a dit accès refusé, comment ça? Je n'ai pas le droit de supprimer mush. Ah, il veut pas, bon, très bien, j'ai un problème de permission, il n'y a pas de problème, mush, pourquoi il ne veut pas que je supprime mush? Il n'est pas ouvert pourtant. Ok, bon, très bien, bah, accès refusé. Donc il faudra que je supprime autrement, c'est-à-dire, voilà, j'avais pas les bonnes permissions. Et ce qui peut être plus intéressant, bah, c'est de supprimer une arborescence complète. Justement, comme on avait créé une arborescence, à condition qu'il n'y ait pas de contenu, hein, il faudra gérer bien sûr au niveau des fichiers, parce qu'il s'agit de supprimer des répertoires et pas supprimer des fichiers, mais de faire ceci, et puis là, bah, de reprendre finalement toute la syntaxe qu'on avait tout à l'heure, donc celle qu'on a créée là,
test prog projet Lua. Donc pareil, test prog projet Lua. On fait ça. Normalement, là, je pense qu'il n'y aura pas de problème de permission, voilà, pas d'accès. Et on a bien supprimé la hiérarchie de répertoire. Donc, pratique aussi d'avoir un petit peu ces différentes fonctions. Donc à vous de les noter, de les prendre en note si besoin, évidemment, pour que vous ayez tout ça sous la main et que ça puisse vous servir. On a vu beaucoup de choses. Vous avez dit que pour ce module-là, il y avait un peu plus à voir que pour le précédent. Par rapport ici, on n'a pas fini. On a encore un petit peu à compléter par rapport à tout ça, notamment au niveau d'un objet. On a un objet qui va nous servir, qui est path, et path donc, est un objet dans le module OS, et qui va contenir plein de choses qu'on va pouvoir faire aussi. Mais comme d'habitude, je vais vous présenter ce qui me semble être pertinent et essentiel en tout cas à connaître, et après vous pourrez toujours aller creuser un petit peu plus loin aussi. Je vais laisser, alors je vais pas, hop, on va enlever ça pour simplifier, c'est tout, mais comme d'habitude, vérifiez toujours les cas d'erreur, très important, ne faites pas comme ici en vidéo. Et on va avoir donc OS path qui contient un petit peu toute l'information de ce qu'il nous faut. Donc moi je vais juste faire un print pour dire est-ce qu'il existe quelque chose qui s'appellerait test.txt, donc dans le répertoire de travail courant, parce que c'est le chemin qui va être choisi par défaut, avec cette fonction existe, avec cette méthode. On va aller ici, on exécute, on voit que c'est à false. Je crée le fichier en question, on exécute le programme, et c'est bien passé à true. Donc on a la possibilité de vérifier l'existence d'un chemin donc qui mène vers un dossier ou un fichier, à vous de voir, et on peut comme ça vérifier tout ça. Alors pareil, quand je parle de chemin, ça peut être un chemin relatif ou absolu. Là on est sur un chemin relatif, je pourrais très bien avoir un dossier et ensuite qui mène à quelque chose, comme je peux partir, encore une fois, d'un point, voilà, en absolu, tout fonctionne, voilà, un chemin c'est au sens global, et à vous de savoir, donc ça c'est propre au système, les histoires de chemin absolu et relatif, vous êtes censé normalement être aussi familiarisé avec tout ça, pour voir un peu la différence et comment cela fonctionne. Ça, c'est la méthode exist, qui permet en tout cas d'avoir ces différentes informations. Pareil, si on avait un chemin éventuellement avec des termes pas forcément clairs, on va dire, donc on va avoir un chemin dit canonique, donc notamment pour ce qui est lié par exemple je vais y arriver, au lien symbolique, on pourrait utiliser real path. Donc si pareil, pour une raison ou pour une autre, j'ai pas un exemple ici précis, vous avez besoin d'avoir le chemin réel, d'accord, le chemin canonique qui mène à quelque chose, eh bien vous pouvez l'obtenir ici. Donc à partir de là, d'avoir real path pour voir un petit peu à quoi ça correspond. Donc ça, je sais que c'est le véritable chemin, d'accord, qui mène au fichier test.txt et pas un chemin avec des liens symboliques, des raccourcis ou autres. C'est le vrai chemin donc canonique qui correspond. Donc on peut vérifier avec cette méthode-là. Pareil, on en a souvent besoin, c'est pour ça que je voulais vous la montrer, ce qui est possible qu'un jour vous ayez besoin de trouver ce chemin-là, et bien vous avez la méthode qui va bien, et vous voyez à nouveau que c'est natif au niveau du langage, pas besoin de chercher un module tiers pour le faire. C'est ce que je voulais vous montrer ici. Qu'est-ce que je peux vous montrer d'autre? Parce qu'on a encore pas mal de choses aussi. Oui, on a quelques petites opérations qu'on peut faire aussi sur des chemins, notamment sur, par exemple, parce que comme je pense à path, je pense notamment à join, où on voudrait par exemple joindre deux bouts finalement de chemin. Et vous avez remarqué que d'un système à un autre, on a des slash ou des anti-slash. En plus, quand on écrit du code en Python, souvent, quand c'est pour Windows, on met des doubles anti-slash pour être sûr que ça passe. Bref, c'est pas toujours pratique. Eh bien, on peut avoir un système qui permettrait d'utiliser le bon séparateur. C'est-à-dire qu'en fonction du système d'exploitation sur lequel vous êtes, eh bien, Python ajoutera le bon séparateur de fichiers qui correspond. Donc là, je peux très bien avoir une base, par exemple. Donc ici, bon, je vais mettre cette base-là. Même non, mettre comme ça après tout. Non plus. Comme ça, mais je mets même pas de fin. J'ai pas ce que j'ai avec mes points virgules. Moi, ça me dérange. Vraiment, quand il n'y a pas de point virgule, je suis perturbé. Et ensuite, un fichier, on va pas utiliser ce terme-là. File name à la rigueur. Et je vais mettre test.py. Prog. Ce fichier n'existe pas, c'est juste pour faire une jointure, pour joindre en fait les deux bouts, en l'occurrence. Et là, je vais également mettre complete path. On va le faire en deux temps, et on affichera ensuite ce dernier. Voilà. Et ça, on va joindre en fait tout ce que nous avons, donc os.path.join, et on va faire joindre la base avec filename.
Donc ça c'est pareil, peut-être que là tout de suite vous dites bon, je vois pas l'utilité de ça, à quoi ça sert cette méthode? Vous devinez bien que si elle existe, c'est qu'elle a son utilité. On n'écrirait pas des méthodes dans un langage quand elles sont inutiles, donc bien sûr ça sert, mais c'est pour s'éviter en fait de choisir le séparateur qui correspond. Là vous voyez je suis sur Windows, donc il a trouvé le bon séparateur et il a appliqué celui-ci sans problème. Si vous êtes sur Linux ou macOS ou autre chose, vous verrez que vous aurez un slash qui aura bien été appliqué et tout ça fait de manière automatique, donc on ne s'occupe pas en fait, on a une couche d'abstraction pour pas s'embêter sur quel séparateur utiliser. Ici tout est fait automatiquement avec ce genre de méthode. Donc on a comme ça ces différentes possibilités. Si on veut faire l'inverse maintenant, si on veut par exemple, on va dire séparer les choses, c'est-à-dire que très souvent, ça paraît, ça, on va avoir besoin, on a un fichier, d'accord, et ce fichier est contenu dans un répertoire, donc qui fait un répertoire qui est accessible depuis un certain chemin en absolu, et il peut y avoir aussi donc un problème récurrent qu'on veut pouvoir résoudre en programmation, qui est de extraire finalement simplement le fichier du chemin qui mène à ce fichier. Parce qu'on veut pouvoir récupérer ce répertoire pour enregistrer d'autres choses, ouvrir un fichier dedans, que sais-je. Donc c'est une opération qui est très souvent nécessaire en programmation, et Python a prévu ça, avec notamment une méthode qui permet de split, donc de faire une scission entre ces deux choses-là. Par exemple, avoir, alors je vais appeler ça P, attention, un nom très très explicite bien sûr pour un chemin de fichier. Voilà. Alors, je fais exprès de mettre un nom assez long. Et admettons ici, si on avait quelque chose, un truc aussi, genre une image, comme ceci. Le but, comme je vous ai dit, c'est d'extraire, séparer ça de ça. Donc là, tout simplement, os.path, on passe toujours par cet objet-là, parce que c'est lui qui a la méthode split. On fait l'exécution de ça, et on obtiendra un tuple, avec les différents chemins, différentes parties. Ce qui fait qu'après, à tout moment, je peux très bien, alors, je vais mettre TPL, bizarre comme nom, mais pourquoi pas, pour afficher un indice 1, et j'ai bien que le nom du fichier. Comme ça, si je veux faire des opérations sur ce nom-là, ou juste sur le chemin, récupérer ce dernier, vous voyez, on peut récupérer dynamiquement tout ça, avec des méthodes également, à partir de cet objet path. Donc on a tout qui est disponible ici. Donc très pratique ainsi, join, split, vraiment très très pratique par rapport à ça, par rapport à ce qu'on veut faire. Autre petit point, parce qu'il me revient en tête là pendant que je fais ça, au niveau de la comparaison de fichiers. Est-ce qu'on veut vérifier par exemple qu'un chemin finalement est le même au même, d'accord? Par exemple un fichier fait référence au même fichier. Du style, alors ça c'est utile quand on fait par exemple du code éventuellement utilisateur, c'est-à-dire qu'on a une information récupérée d'un utilisateur, d'une requête ou autre, une partie où on ne peut pas forcément et assurément faire confiance, et on veut être sûr d'avoir quelque chose qui colle bien. C'est-à-dire par exemple, ça c'est alors c'est le good path, il y a le bon et le mauvais, c'est comme le bon et le mauvais chasseur finalement. On va mettre ça comme ça. D'accord. Voilà, quelque chose comme ça pour je ne sais quoi. Et puis on aurait récupéré voilà, d'un utilisateur, donc le user input path, un chemin. Donc on espère qu'il a saisi le bon chemin, ou qu'il a renvoyé, ou qu'une requête a envoyé le bon. Et on veut tout simplement pouvoir comparer les deux, voilà, de faire une égalité entre les deux. Vous avez bien compris que si vous faites une égalité en termes de chaîne de caractères, c'est un peu embêtant, parce que suivant le système, à nouveau, on va être confronté au problème des séparateurs, qui ne sont pas forcément les mêmes. Et forcément, vous allez être confronté au problème de... les chemins ne sont pas les mêmes, pourtant si, mais parce que les séparateurs ne sont pas les mêmes, parce que les deux personnes avaient des chemins issus de deux systèmes différents. Pas pratique. Donc évidemment, pour faire cette vérification, toujours depuis l'objet path, nous avons la méthode semFile. Et là, vous pouvez vérifier, est-ce que ce chemin-là est identique à ce chemin-là? Et automatiquement, c'est bon. C'est bon, d'autant plus que si je fais ça, vous voyez que ça renvoie true aussi. Donc ça fait abstraction des séparateurs. On sait que le chemin est le même. Bon, sur Linux, vous n'aurez jamais un chemin en absolu comme ça. Mais au moins, en tout cas, vous savez que les séparateurs ne sont pas pris en compte dans la comparaison qui est faite entre les différents chemins ici. Donc très utile aussi comme méthode, et c'est pour ça que je voulais vous la montrer. Et c'est bien que j'ai repensé, ce que j'aurais peut-être oublié, donc c'est bien d'avoir ça aussi. On va terminer ce tuto avec une partie très importante aussi, qui est finalement la vérification, c'est-à-dire qu'on a souvent besoin de stats, d'accord? On a par exemple sur nos fichiers différentes stats et aussi la possibilité de vérifier le type de fichier que nous avons.
Donc ici, je suis sur mon répertoire, vous voyez ici, je peux très bien vérifier est-ce que exo est un répertoire. Je peux très bien quelque chose à faire. Donc est-ce que exo, donc path, est un répertoire. Voilà exo. Je rappelle que je suis par défaut dans mon répertoire de travail, donc je suis au bon emplacement. Je fais ça, et effectivement c'est bon. On a aussi une autre méthode pour vérifier est-ce que nous avons un fichier. Et là évidemment, ce n'est pas le cas parce qu'ici on fait bien la distinction entre répertoire et fichier. Et ainsi de suite. Est-ce que c'est un lien symbolique? Vous avez isLink, et vous avez d'autres méthodes un peu comme ça, mais là je vous ai montré bien sûr on va dire les principales, celles qui vont revenir le plus souvent. Ça c'est une partie. Et pour finir, enfin comme je vous disais, au niveau des statistiques pour un fichier. Donc si on a besoin de récupérer les statistiques d'un fichier, donc par exemple ça peut être la taille du fichier, ça peut être sa date de dernier accès, de dernière modification ou de création, on a besoin donc éventuellement de ces informations là, et bien on va récupérer ça aussi. Moi je vais noter filestat, et ici je vais faire appel à la méthode stat, d'accord. Donc depuis le module OS, on passe plus par path, cette fois-ci on revient directement depuis le module, et ici je vais indiquer, j'avais créé quelque chose, il ne doit pas avoir grand chose, tiens, lui-même, on va choisir le fichier lui-même, main.py, voilà. C'est le programme qui fait en fait une analyse de stats, des stats de son fichier source, du code source. Donc on va faire ça comme ça, et on va récupérer différentes informations. Donc là je vais juste commencer par ça, vous montrer un petit peu ce qu'il en est. On récupère plein d'informations, comme vous voyez, en fait des informations issues d'une structure. C'est-à-dire qu'ici vous avez toutes les données membres, mode, etc., qui vont permettre de récupérer toutes les informations que l'on veut. Donc que ce soit pour la permission, et nous ce qui va nous intéresser, ce sont tout ça, st size, etc., etc. Donc là, d'avoir sûr. File style, st size. Et voilà ce que nous avons. Donc a priori, sans il n'y a pas de thème, voilà, c'est ça bien le cas, sans octet. Donc c'est bien la taille du fichier. Et sinon, on peut vérifier autre chose. Date de dernier accès. Et la date en nanosecondes. Alors vous avez certains cas, vous aurez une date en secondes, mais là, on a une date en nanosecondes. Donc on n'a pas la date précise. Et après, ça vous éventuellement de faire des calculs pour savoir. Mais comme c'est généralement utilisé pour du code, on utilise ça dans des algorithmes. Donc c'est plus pratique pour des algorithmes d'avoir ça sous forme numérique. Là où c'était une information affichée visuellement à l'utilisateur, évidemment, on afficherait ça dans une date, formatée correctement dans sa langue, etc. Donc on aurait ça qui serait en tout cas bien localisé si on veut. Alors on peut aller un peu plus loin, bien sûr il faudra passer par des versions plus récentes de Python, donc je crois que là c'est 3.12, si pas, donc c'est vraiment récent, parce que c'est la version que j'utilise actuellement au moment où je fais cette vidéo, donc qui est la version la plus récente, la 3.12.1 pour être exact. Et on a autre chose qui est apparue, c'est aussi pour ça que c'est bien que j'ai pas forcément fait ce tuto avant, parce qu'on avait comme ça de nouveaux outils qui sont arrivés, qui a permis de récupérer des informations différentes. Donc alors là on va la récupérer directement, je vais faire ça... création du fichier avec birth time qui j'espère va être disponible, et c'est bien le cas. Et là c'est en secondes, je crois, que je dis pas de bêtises. Si au pire si j'ai une bêtise, si c'est pas en secondes, c'est en nanosecondes, mais avoir la valeur c'est en secondes. Et comme ça on sait voilà la création du fichier. Ah, par contre ça fait beaucoup là, non, c'est beaucoup pour des secondes. Ça va être en nanosecondes cette histoire. Voilà, il m'a fait une conversion bizarre. Je dis non, oui, bref. Si c'est pas seconde, c'est nanoseconde, voilà, c'est l'un ou l'autre. En tout cas, vous avez comme ça la possibilité de récupérer la partie création un petit peu du fichier. Et après, qu'est-ce que je peux vous montrer aussi qui reste? Bon, type de fichier, éventuellement. Alors c'est vraiment mon petit bonus. J'ai oublié quelque chose. Ah, il me l'a pas pris peut-être là-dessus. Ah, c'est pas type. Ah, peut-être pas alors. Je confonds peut-être. On n'avait pas type ici. Visiblement non, on ne l'avait pas ici. Ah non, on l'a pas là. Bon, on n'a pas le type, très bien. Bon, en tout cas, vous avez d'autres informations. Je ne les ai pas montré pour tous, mais vous voyez un petit peu tout ce qu'on a. S'il faut, vous avez quelques informations disponibles. Voilà, nombre de liens symboliques, etc., etc. Pour vérifier un petit peu différentes statistiques comme celles liées à vos fichiers. Et nous, on va s'arrêter là pour ce tutoriel. On avait beaucoup de choses à voir, et au moins, vous avez une vidéo. Vous voyez, c'est en une vidéo. Ça tient, même s'il y a quand même quelques dizaines de minutes pour faire le tour un peu de tout ça. Mais vous avez un tuto disponible avec quelques méthodes, quelques attributs à connaître pour le module 6 et le module OS. Donc comme ça, vous avez vu un petit peu tout ça. Et au moins, vous pourrez comme ça faire référence à ça si jamais vous avez besoin de réutiliser
certaines des fonctionnalités que j'ai pu vous montrer là. S'il y a des questions, vous pouvez les poser en commentaire ou avoir d'autres informations, des fois, de voir un peu. Moi, comme toujours, je vous invite à aller un peu plus loin avec la documentation pour voir ce qui peut être disponible. Il y a peut-être des fonctionnalités qui peuvent vous servir et qui peuvent être utiles par rapport à votre usage du langage. Donc c'est bien de voir un peu tout ça. Mais c'est vrai que je considère vraiment que ça, c'est le minimum à connaître, l'essentiel à connaître pour ces deux modules, histoire d'avoir quand même quelques outils sous la main, de savoir qu'ils existent et de pouvoir s'en servir, surtout quand on en a besoin et qu'on tombe sur le problème qui concerne un petit peu, dont on peut trouver des solutions, en tout cas dans ces modules. Je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos, prenez soin de vous et bon codage en attendant en Python.